Si je devais utiliser un terme pour qualifier ce retour au pays, j'aurais dit l'enfer. Même l'enfer, c'est léger. Estime aujourd'hui que tu n'as pas laissé place à tes émotions, que tu te permettais pas d'aller mal. Là, je te parle de tout ça, mais durant les 17 jours, je n'ai pas pleuré devant les gens. Je pleurais le soir quand les gens dormaient. Je pleurais quand plus personne ne me voyait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Lettres ouvertes à la diaspora, un podcast fait par nous et pour nous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on est avec une invitée. Je t'en prie, présente-toi. Moi, du coup, c'est Elita Mahatodi dans la vraie vie, mais sur Instagram, je m'appelle Florasta. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Fille des îles, et donc j'ai plusieurs identités, une seule personne. Sinon, dans la vie, moi, je suis étudiante. Je viens de finir mes études en management, là, actuellement, et je suis plus dans la transformation organisationnelle et digitale. Donc, j'ai un parcours un peu, voilà. Je suis issue d'une licence en économie-gestion, et aujourd'hui, j'explore. J'explore pas mal de choses parce que j'aime beaucoup, j'aime l'art, j'aime la culture, et je suis assez curieuse, donc j'essaie de m'investir pleinement dans ces domaines-là. Ok, très bien, enchantée. Du coup, raconte-nous un peu ton parcours. Tu fais partie de quelle diaspora Et du coup, moi, je fais partie de la diaspora malgache. Je suis de Madagascar, mais plus du nord de Madagascar. C'est assez compliqué. Si je rentre dans les détails, grosso modo, je suis de Diego Suarez, aussi de la région Sava, Diana, represent. Mais voilà, et mon père, il est d'Antsui, partie ouest de Madagascar aussi. J'ai grandi à Madagascar. J'ai quitté Mada, j'avais entre 16 et 17 ans, je crois. Je sais que je n'étais pas encore majeure, si je ne me trompe pas. Et j'ai quitté Madagascar pour faire des études à l'étranger. Donc après le bac, j'avais un bac ES, c'était ES à l'époque. Du coup, après un bac ES, j'ai fait une année où, plus ou moins sabbatique à Mada, où je faisais un peu d'anthropologie et de l'art aussi à côté. Mais après, je suis partie en France pour faire de l'économie et gestion. Voilà. Ok. Allez chercher pourquoi, mais en tout cas, c'est pour les études. T'es arrivée en France où? À Paris ou dans une autre ville? Je suis arrivée en France à Toulouse. Donc, je suis domiciliée à Toulouse de base. Mais en ce moment, je suis en plein déménagement. Donc, il y a des gens qui vont apprendre dans ce podcast que je déménage sur Paris. Mais oui, ça fait 5 ans que je vis à Toulouse et je suis pas mal entre Toulouse et Paris et Toulouse et d'autres villes en parallèle. Mais bientôt, je serai parisienne, du coup. Du coup, comment tu as vécu un peu ton arrivée à Toulouse? Est-ce que tu es partie avec des attentes ou pas forcément? Je vais parler de mon arrivée en France, ensuite de mon arrivée à Toulouse. Alors, honnêtement, comme je suis venue dans un contexte un peu période Covid, donc j'avais pas de réelles attentes parce que je savais exactement qu'est-ce qui allait se passer quand j'allais arriver ici. Dans le sens où, voilà, j'arrive, confinée 2 semaines, et puis les vaccins, et les vaccins, et les vaccins. Enfin bref, c'était vraiment une période assez compliquée, je crois, aussi pour le pays. Et même pour faire rentrer quelqu'un de l'étranger, entre guillemets, sur le territoire, il y avait des contraintes assez complexes. Donc ça, c'est le côté politique un peu et tout. Mais de moi-même, je sais que, à la base, je voulais pas partir, mais je devais partir. En ce qui concerne Toulouse, franchement et bizarrement, au début, j'ai galéré parce que j'arrivais dans une ville où je connaissais quasi personne. Et surtout, quand on était en plein isolement, donc moi, j'allais pas à la fac, donc j'allais pas à l'école, je rencontrais personne. J'étais arrivée seule dans mon studio. On était en période d'hiver, enfin, pas encore hiver, mais c'était septembre, fin septembre à peu près. Le climat n'était pas favorable. T'es arrivée, on était encore en confinement quand t'es arrivée à Toulouse? Partiel. On n'était pas en confinement, mais je me rendais en cours, mais à des, comment dire ça, fréquences limitées. Ah, c'était les semaines, Oui, une semaine voilà. sur deux par Oui, rapport à des c'était groupes. Exactement, oui. Ouais. Pour éviter que tout le monde se retrouve en même temps à l'école, quoi. Et quand tu dis que tu voulais pas forcément partir, mais t'étais obligée, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dirais que j'ai été contrainte à partir parce que c'était dans les projets de mes parents que je parte, déjà de 1. Et surtout que j'ai pas choisi ma voie au tout début. C'est eux qui se sont dit comme quoi, il faut que tu t'investisses dans quelque chose qui puisse où tu peux avoir un retour d'investissement d'ici 3 ans ou 5 ans. Et même si au début, ça va pas forcément te plaire, tu sais très bien que tu n'auras pas du mal à trouver du travail dans ce domaine-là. Donc, à l'époque, j'avais le choix entre le droit, l'économie-gestion et le management. J'ai un profil très scientifique de base, donc quand j'étais au lycée et tout, j'étais en ES, mais sans vouloir me jeter des fleurs, j'étais quand même assez forte dans les maths et tout ça, donc je dis que ça serait la suite logique. Ce n'était pas du tout la suite logique, mais c'était ma vision des choses avant de venir ici, avant de découvrir un peu comment ça se passe. Est-ce que ça a été difficile pour toi, le fait que tu quittes ta famille, le fait d'être loin de ta famille? Qu'est-ce qui a été le plus difficile et comment tu l'as verbalisé?
Le fait d'être loin, parce que c'était la première fois du coup Ouais, que tu te retrouvais aussi loin de ta famille. c'est ça. Moi, bizarrement, c'est pas le fait d'être loin de ma famille entre guillemets, qui me posait problème, mais plus de mon pays, de mes habitudes, parce que je suis une bonne vivante de nature. Et franchement, avant période Covid et tout, bah, avec mes potes, ok, on était au bac, machin, mais on faisait souvent la fête, on se retrouvait tout le temps. Toutes les occasions étaient bonnes, en fait, pour se voir, pour organiser des petits programmes ensemble, en fait, juste pour se rejoindre et Mhm. profiter de la vie, entre guillemets, profiter de l'ambiance aussi, profiter de, je sais pas, juste parfois on allait manger quelque part et on rigolait bien, on s'amusait bien. Donc c'était cette dynamique de vie-là. Donc c'est plus le côté social du coup que je voulais pas du tout quitter. Et en même temps, il y a un confort de vie à Madagascar que j'espère avoir un jour, mais je sais qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas eu en arrivant en France. Et surtout, donc j'avais l'impression qu'on m'avait coupé de ce monde-là, de mon pays, de ma culture, de mon climat. Bon, j'habitais à Tana, c'était pas non plus, voilà, il faisait pas chaud toute l'année, mais en Oui, fait, mais ça va. L'hiver à Tana, ça va quand c'est même. ça, c'était la transition du coup Ouais. qui m'avait vraiment marqué. T'as remarqué ici, quand t'es arrivé en France, le côté social est différent? Ah oui, Ouais. oui, 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 oui. À Madagascar, enfin à Tana du coup, c'est vrai que j'habitais à la capitale, mais généralement entre voisins, on se connaissait. Et je pense que ça, c'était mon premier choc culturel dès mon arrivée, parce que j'habitais dans un studio du coup à Toulouse, mais c'était un genre d'appartement étudiant jeune actif. Donc il y a des étudiants dedans, il y a des jeunes actifs. Et en fait, je suis arrivée en pleine période de Covid, donc je me suis dit peut-être qu'au début, entre voisins, on va pas se calculer, ce qui est normal, parce que voilà, on est encore en période d'isolement et tout. Mais en fait, après avoir passé ce cap-là, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment chacun son chacun. Mhm. À Mada, si par exemple, on tapait la discussion avec nos voisins, ou voilà, on se demandait un peu comment ça allait. En fait, ici, limite, c'est tu évites de croiser ton voisin dans le couloir de ton appartement. Et ça, je n'étais pas forcément préparée à ça, honnêtement. Ouais. C'est vraiment individualiste ici. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord. Et du coup, t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères et une grande sœur. Ok, qui sont à Mada aussi? Ma grande sœur, elle est à La Réunion, mais mes frères, ils sont à Mada, ouais. Ok, donc quand t'es venu, ils sont restés à Mada? Enfin, aujourd'hui, ils sont toujours Ouais. à Mada? Ils ont eu leur expérience aussi parce ils ont quitté Mada à un moment donné, mais ils sont revenus. Ouais. Mais du coup, moi, je suis ici. Est-ce que c'est quelque chose qui te pesait d'être loin d'eux? Oui, honnêtement, oui. Et je ne m'attendais pas à ce que ça me pèse parce que, comme je l'ai dit à Mada, en fait, je suis bien entourée, mais je suis aussi bien seule. Dans le sens où il y a énormément de temps que je passais avec ces gens-là que j'aime beaucoup et que j'estime jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avais aussi mon moment où voilà, j'étais dans mon coin, je faisais mes petites activités toute seule, je restais seule à la maison, j'avais mon espace et je me sentais bien dans mon espace en fait. Sauf que en venant ici, j'étais tout le temps seule. Mm. Et ça a vraiment changé ma dynamique de vie. Et surtout que je suis passée d'une meuf qui sortait tout le temps, qui était tout le temps en train de enjoyment, à une meuf qui était tout le temps chez elle et qui devait faire face à elle-même. Donc, En ouais. fait, à Mada, tu choisissais quand tu voulais être seule. Là, c'est Exactement. quelque chose que tu choisissais pas, c'est vraiment, on te l'a imposé. Ouais. Et c'est vrai, tu t'es retrouvée toute seule sans le vouloir, en fait. Exactement, ouais. Ouais. Ok. Et Mhm. comment tu faisais pour garder contact avec ta famille? Tu les appelais ou il y a des fois où tu as pu retourner à Mada Mm. quelques fois ou pas du tout? Moi, il faut savoir qu'au début, j'avais du mal avec les appels, parce que de base, même quand j'étais à Madagascar, moi, je n'aimais pas appeler les gens, j'aimais pas envoyer des messages. Enfin, ça dépend après si la distance nous contraint vraiment à faire quand on doit s'envoyer des messages, voilà. Mais je suis une personne plus dans le contact humain, donc d'où justement Mhm. le fait que je sois habituée à tout le temps être avec les gens. Parce qu'au lieu d'appeler quelqu'un, je me suis dit, ben, pourquoi on se verrait pas samedi? On se voit Ouais. samedi, on va parler de ça samedi, on aura le temps de voilà, faire fuser les sujets et tout. Et là, comme j'avais pas cette possibilité, j'étais un peu obligée de venir vers les gens, de contacter les gens, de garder ce lien-là, parce que ce sont des gens qui me tiennent à cœur, du coup. Donc j'étais soit tout le temps en appel, soit messages vocaux. Alors là, les messages vocaux que j'envoyais, ouais, c'était particulier, mais j'étais bien en contact avec eux. Ok, donc au final, tu t'es un peu forcée au début. Tu as dû te forcer pour entretenir les liens. Ouais, j'ai essayé d'adapter le mode de communication avec les moyens qu'on avait, hein, parce Ouais. que je me suis dit, ben, encore heureux quand il y a les téléphones, les réseaux sociaux, parce que à l'époque de mes parents, ben, ils venaient à l'étranger, on s'envoyait des lettres, et puis on s'envoyait des lettres une fois par mois, voilà quoi. Histoire de dire, Donc, tout va bien, je suis vivant. exactement, ouais. Du coup, là, on va parler d'un sujet un peu plus précis. Mhm. Très brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cercle de famille, les épisodes qui se sont passés? Waouh.
Alors, des épisodes, il se sont passés des choses, mais je vais peut-être essayer de synthétiser, plus ou moins. Donc, moi, j'ai grandi avec mes parents de base, après mon père, après ma mère. Je suis partie en France. Après, du coup, l'événement, entre guillemets, qui a un peu marqué ma vie, c'est le fait que j'ai perdu ma mère. Ça fait un moment quand même, parce que généralement, dans ma tête, je me dis, c'était il n'y a pas si longtemps, mais en fait, ça fait 3 ans. 2023, 4. Anyway, ça fait 3 ans, donc 2023. Et c'est un événement qui m'a marqué dans un sens où ça a changé ma manière de percevoir énormément de choses dans la vie, ma manière de vivre aussi, honnêtement, parce que j'avais pas non plus une hygiène de vie très très saine au tout début quand je venais d'arriver en France. Parce que bon, je disais tout à l'heure que j'étais très fêtarde, mais je buvais beaucoup. Il y a une période où je fumais un peu aussi et je suivais un peu, voilà quoi, effet de mode, tout ça. Mais après, je me suis un peu remise en question, puis je suis un peu tombée malade aussi, donc ça m'a aidée à améliorer ma relation avec moi-même, ma relation avec les gens que j'aime et à ne rien prendre pour acquis, pour le coup. Ouais. Ça, c'est l'événement, entre guillemets, marquant. Après, la suite, je pense qu'on en discutera au fil de l'épisode. Et donc, du coup, par rapport à cet événement, comment tu as appris que ta maman était malade? En fait, je l'ai appris assez tardivement parce que ma mère était déjà malade auparavant. Mais c'était le genre de maladie, je pense, avec laquelle elle me montrait qu'elle pouvait bien vivre et qu'elle profitait, entre guillemets, de sa vie et qu'elle faisait ce qu'elle voulait, mais qu'elle faisait quand même attention. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'alerte, entre guillemets, à ce sujet-là. Mais par contre, ce qui m'a fait prendre conscience que c'était un peu grave, c'est que ma mère ne me dit jamais quand elle est malade. C'est moi qui observe que cette dame-là, elle va pas bien. Par contre, quand elle m'a appelée, elle m'a dit, je suis à l'hôpital et tout. Là, j'ai commencé à me remettre en question un peu parce que ma mère, elle n'aime pas aller à l'hôpital déjà de 1 et elle préfère se soigner chez elle en fait, de base. Je me dis que si elle y est, c'est que... C'est là où tu t'es dit que c'était préoccupant. Oui, voilà. Et en plus, si elle m'en parle, c'est que c'est vraiment préoccupant parce que cette dame, elle aimait me cacher, elle aimait me cacher beaucoup de choses. Après, je pense que c'est commun avec les parents malgaches. Je ne sais pas si c'est une expérience que tu as déjà vécue. C'est qu'ils cherchent toujours à nous protéger un peu d'une certaine réalité et pour éviter de nous inquiéter. Et je comprends d'un côté, mais parfois, voilà, quoi, c'est un peu chaud. Ouais, bah dis-toi que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mes parents parce que, en fait, c'est trop bizarre. Ils veulent nous protéger des chocs émotionnels et tout, même si on a 30 ans, même si on a 40 ans, même si on est mère de famille. Enfin, tu sais, tu vas toujours leur dire, oui, mais ça va, c'est pas trop inquiétant et tout. C'est ça. Non, t'inquiète. Exactement. En fait, je sais pas, mais parlez-nous. Enfin, on est adultes maintenant, tu vois. Quand on était petit, je peux le comprendre. Mais là, tu vois, on est adulte. Là, dans ton cas, t'habitais loin, tu payais un loyer. Enfin, tu rentrais dans ta vie adulte. Donc, tu vois, mais oui, c'est typique. Typique des parents malgaches. Ah bah oui, pour le coup, ouais. Et du coup, donc, sans rentrer dans les détails, à partir de ce moment-là, comment tu as un peu vu le parcours de ta vie? Comment tu t'es réorganisée, on va dire? En fait, j'avais très peur parce que j'ai déjà un background assez compliqué que je développerai pas forcément. Du coup, je me suis dit, là, si jamais il se passe quelque chose, je vais vraiment me retrouver seule sur tous les aspects. Seule mentalement, émotionnellement, financièrement. Et du coup, les seules personnes sur qui j'allais pouvoir compter, c'était des personnes qui allaient me montrer qu'ils tenaient vraiment à moi. Et ça me faisait peur. Parce que j'étais pas encore assez mature émotionnellement à cette période-là. J'étais très avoidant. Je le suis encore un peu, mais beaucoup moins depuis. Mais je fuyais beaucoup mes émotions, je parlais pas de ce que je ressentais. J'étais très, non, moi je suis en pierre et tout, moi je parle pas de ça, moi je suis solide, machin. Donc je m'étais enfermée dans un truc. Et cette circonstance-là m'obligeait à faire face à la réalité, à faire face à ma future réalité. Et c'était pas évident. Franchement, c'était pas évident. Après cet épisode, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Ta maman est donc partie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le retour au pays? Tu as pu retourner à Madagascar juste après? Si je devais utiliser un terme pour qualifier ce retour au pays, j'aurais dit l'enfer. Même l'enfer, c'est léger. Parce que honnêtement, c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai appris qu'on avait un vrai problème d'un point de vue gestion des émotions et gestion des événements sensibles dans ma famille. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les malgaches, j'espère pas. Mais je sais que dans ma famille, on avait vraiment un problème. Et il y avait un gros tabou en fait, qui s'était installé sur le fait de dealer avec ses émotions. Donc, moi, je suis la dernière de ma famille.
Et je suis la seule fille de ma mère, du coup. Et quand je suis arrivée à Madagascar, en tant que personne qui vient de perdre sa mère, normalement, tu devrais avoir... ma mère, elle a des frères et sœurs. Donc tu devrais avoir les membres de la famille et tout qui te témoignent un soutien émotionnel, qui montrent quand même une certaine preuve de maturité, un comportement d'adulte, comme quoi, voilà, moi, je suis une personne... moi, je suis le frère de ta maman, je suis la sœur de ta maman. Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de X? Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de Y? Dis-moi comment je peux t'aider, machin, machin. Je suis arrivée. J'ai atterri déjà à Tana. Et c'est au moment où j'ai atterri à Tana et que j'ai vu mon frère et ma belle-sœur que j'ai compris qu'en fait, il y aura très peu de gens sur lesquels je pourrais compter. Parce que à part mes frères et ma belle-sœur, du coup, je me suis vraiment sentie abandonnée. Alors, il y a eu mes cousines, bien évidemment, parce qu'elles vont choper ma veste si jamais I don't give credit. Mais je parle vraiment de famille dans le sens les frères et sœurs de ma mère et, entre guillemets, voilà. Il y avait vraiment que sur eux, principalement, que je pouvais me reposer émotionnellement. Et j'avais mes amis proches, j'avais mes cousines. Mais en fait, comme j'ai dit, j'étais encore pudique émotionnellement à ce stade-là. Et les seules personnes qui m'avaient vu pleurer, c'était quoi? Mes frères et tout. Bien évidemment, j'ai grandi devant eux, donc bien évidemment qu'ils m'ont vu pleurer. Et du coup, j'avais aussi ce tabou-là. J'avais pas de soutien de la part de la famille de ma mère. Je suis arrivée, ils m'ont dressé un tableau. Je suis même pas encore arrivée. J'étais encore sur Paris. Ils m'ont envoyé la liste de tout ce que je devais acheter, tout ce qu'on devait payer, tout ce qu'on devait... Voilà. Et moi, j'avais la famille de mon père aussi en même temps qui m'aidait. Mais en fait, c'est délicat. J'avais 18 ans. 18, je sais plus, 18, 19, mais j'avais même pas 20 ans. J'arrive dans mon pays comme ça, je me dis, bon, je vais, entre guillemets, vivre mon deuil auprès des miens. J'ai vécu mon deuil avec mes meilleures copines. J'ai vécu mon deuil avec mes cousines. Un peu avec mes frères. Mais le reste, je sais pas. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense qu'on développera, ouais. Mais quand tu dis, t'avais pas cette manière émotionnelle justement de parler, quand t'as grandi dans ce... Parce que je te dis ça parce que je trouve que c'est vachement dans la culture malgache aussi de cacher toutes les émotions. Ouais. Et justement, quand t'as pas grandi en les exprimant, c'est difficile aussi d'en parler et de savoir toi-même ce que tu dois faire dans ces moments-là et où mettre tes émotions en fait. C'est ça. Moi, je pense que ce qui m'avait fait du mal aussi, c'est que je sais que ma mère, justement, elle a été traumatisée par ça. Vis-à-vis de ses parents, notamment vis-à-vis de sa mère. Et que la seule personne avec qui je pouvais être à 100% moi-même à ce niveau-là, c'était elle. Et là, comme elle n'était plus là, je ne pouvais pas compter sur les siens, entre guillemets. Et j'avais de la chance quand même d'avoir des amis qui... J'avais des amis qui m'ont suivi jusqu'au village de ma mère. Là, comment c'est dur d'aller chez ma mère. Mais moi, j'étais là en mode, c'est trop dur. Mais j'avais quand même des gens et tout qui étaient là pour moi, qui faisaient des efforts directement, indirectement, de me soutenir dans cette période difficile. Mais les principaux concernés étaient là pour me piller, en fait. C'est ça qui me choque, dans le sens où des gens qui ne sont pas mon sang, enfin, il y avait mes cousines qui sont mon sang, mais les gens qui ne sont pas de mon propre sang étaient prêts à m'accompagner durant toutes les étapes. Et moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est que ma mère, c'était grave une girl's girl aussi. Donc, elle avait une de ses copines et tout qui était vraiment venue jusqu'au village, genre au fin fond du village là-bas. Elle était là pour moi. Et sa propre mère, je pense pas que ma grand-mère va passer par là, mais sa propre mère, son propre sang de lien proche, j'avais l'impression qu'ils en avaient rien à faire. J'avais l'impression qu'ils étaient juste là pour montrer aux gens que oui, nous on tue des bœufs quand on veut, oui, nous on va nourrir tout le village, oui, la famille d'État vient de France, non, on va payer ci, on va payer ça. Et ça m'a dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée. C'était le moment de montrer la richesse de la famille, quoi. Oui, mais c'est pas comme si on est riche non plus, quoi. Enfin, honnêtement, c'est ça. En fait, c'est ça qui me fait rire, parce que si, voilà, on était de Crazy Rich Asians, je sais pas si ça la rêve et tout, ok, on débarque, 4 au village, machin, ok, mais les gars, certes, mes parents, ils y sont arrivés d'une certaine manière, je suis fière de tous leurs efforts, mais on n'est pas... Et on s'est jamais vanté de l'être, tu vois, mes parents, ils sont très humbles de base, donc, et ils m'ont toujours dit aussi de rester humble, parce que la vie va te faire voir des choses, et j'en ai bien vu, justement. Et je me suis dit que heureusement qu'on m'avait inculqué ces valeurs-là, dans le sens où c'est bien de pouvoir avoir les choses, de pouvoir aider les gens, justement, quand tu as certaines choses.
Mais la roue tourne, hein, et la roue a bien tourné pour moi. Et justement, comment tu as vécu le fait, l'aspect des dépenses, l'aspect d'arriver directement te parler de dépenses, etc. Je l'ai très mal vécu, mais j'en ai jamais parlé. Parce que devant les gens, je me voilais la face. Là, je te parle de tout ça, mais mon séjour, il a duré 15 jours, je crois, ou 18 jours à Madagascar. Durant les 17 jours, je n'ai pas pleuré devant les gens. Je pleurais le soir quand les gens dormaient. Je pleurais quand plus personne ne me voyait. Mais durant les 17 jours, j'avais l'impression d'être en mode survival parce que j'étais là en mode gestion de projet. Oui, tu dois faire ça. Bon, ça je fais. Mais là, vous n'abusez pas. Je devais me justifier. Je devais être un peu sur la défensive aussi pour me préserver parce que j'étais en 3e année. J'avais une licence à valider. J'ai raté 3 semaines de cours par rapport à cet événement-là. Et moi, je pensais à mes résultats de partiel, je pensais à mon avenir, en fait, c'était le moment où je pensais à moi. Et j'essayais d'oublier peut-être, ou j'essayais de rester un peu dans le déni pour éviter de plonger, de faire face à toutes ces dingueries qui se sont passées, quoi. Toi, tu étais en mode, j'arrive, je fais ce que j'ai à faire et après je retourne à ma vie étudiante. Exactement. Parce que je dois construire mon avenir. Et les seules personnes avec qui j'avais vraiment discuté, deep, c'était ma meilleure pote et mes cousines. C'est les seuls qui ont vraiment pris le temps de me demander si j'allais bien. Parce que les gens, ils me voyaient pas pleurer, ils se disaient « Ah non, elle est trop forte, celle-là et tout. » Ouais, les frères de mon père, ils ont tous pleuré. Je les ai jamais vus pleurer de toute ma vie. J'ai vu beaucoup de gens, en fait, s'émouvoir de cet événement-là. Et moi, j'étais là, sans être là. J'étais là physiquement, mais je sais qu'émotionnellement, je me forçais d'être absente un peu. Et comme j'étais un peu traumatisée du comportement des gens de ma famille aussi, donc en fait, je devais garder cette posture un peu de femme forte. Voilà. En plus, j'ai été élevée par une femme forte et une femme qui m'a toujours poussée à mettre en avant en fait cette facette de moi-même parce qu'elle savait que les gens, ils n'allaient pas me rendre la vie facile. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit qu'on te voyait plus comme la fille qui venait de France et qui a l'argent plutôt que la fille qui vient de perdre un être cher? Ah mais tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça qui m'attriste parce que le truc, c'est que déjà, je viens même pas de France. J'y ai habité, à l'époque, je venais d'y habiter 3 ans. Oui, ça fait 3 ans, quoi. Mais justement, de 1, de 2, I was broke, student broke. Genre, les gars, quand on est étudiant en France, on est tous broke. Sauf si, voilà, tu es issu d'une famille et tout, vous êtes assez aisé, vous avez les moyens de vous permettre des choses. God bless. Mais en fait, I was really broke. Moi, je payais mon loyer, je payais mes courses, j'avais plus rien. Et j'avais l'impression qu'il y a une partie de la famille malgache qui comprenait pas justement cet aspect-là, mais qui était juste là en mode non, on va acheter ça parce que ça c'est bien, on va faire ci parce que c'est bien. Et en fait, ma famille maternelle est très matriarque. Donc c'est plus les femmes qui ont, entre guillemets, le dernier mot. Et je pense que j'ai un peu hérité de ce caractère-là. Sauf qu'en fait, ce qui me posait problème, c'est que financièrement, I was broke. Voilà. Déjà, encore heureux que je sois venue à Mada, honnêtement. Ouais, parce que le billet d'avion, c'est ça. Un jour on va en parler, mais les billets d'avion, franchement, dans les catastrophes comme ça, tu peux pas demander aux gens de venir direct le lendemain. Ça, c'est pas... Parce que moi, j'ai appris, une semaine après, j'étais là-bas. Bah ouais. Encore heureux déjà... que je sois là. Et c'est déjà très bien. C'est ça. Moi, je suis désolée, mais quand on apprend un deuil, oui, un tel est mort, tu peux pas demander à la personne, oui, il faut venir, il faut représenter la famille et tout. Ouais. Les gars, les billets d'avion pour Mada, c'est pas donné. Tu lâches des SMIC... Et en plus, quand tu n'habites pas à la capitale, tu atterris à la capitale. Après, il faut les trajets pour aller au village et tout. Il faut prendre je sais pas combien de transports. Non. Et en plus, le truc, c'est que, vous voyez, moi, j'ai beaucoup d'origine, non. En fait, plus ou moins. Mon père, il est d'un Tsui, mais ma mère est enfant du Nord. Dans le sens où mes parents se sont connus à Diego. Donc, c'est pour ça que je dis que je viens de Diego, parce que c'est la culture que je connais le plus. Mais si on se base sur le côté vraiment origine, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle vient de Weimar. Et mon grand-père, il est Betsleo. Mais comme je t'ai dit matriarque, donc c'est ma grand-mère qui a décidé que ma mère elle va partir à Weimar, tu vois. Et moi, quand je suis arrivée à Mada, j'ai atterri à Tana, j'ai vu mes frères, après on a pris l'avion, j'ai atterri à Saint-Bave, de Saint-Bave, j'ai vu ma grand-mère, Saint-Bave, Weimar, on a pris la voiture. Weimar, pour aller au village, on a pris un camion. Le trajet, il a duré 12 heures. Pour vous dire que déjà, pour y aller, c'est Koh-Lanta un peu. Donc, en fait, c'est... Et en plus de ça, la charge financière,
Franchement, c'était pénible. Quand tu as dit tout à l'heure que tu pleurais quand, quand tu pleurais quand les gens dormaient et tout, est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu n'as pas laissé place à tes émotions, que tu te permettais pas d'aller mal? Oui, parce qu'en fait, en quelque sorte, j'ai été élevée comme ça. Et sur le moment, enfin, avec plus de recul, d'un côté, je suis reconnaissante. Parce que je sais pas comment j'aurais survécu à ça si j'avais pas ce mindset-là où je devais être un peu en mode survival, meuf, t'es forte, t'es forte, t'es forte. Mais aujourd'hui, parfois, d'un coup comme ça, je pleure parce que je me dis, mais Bichette, t'es toute jeune et tout, tu mérites pas ça. Enfin, voilà, c'est ok de pleurer. Et en plus, le truc, c'est que mes copines, elles étaient là pour moi. Mes copines, elles me connaissent depuis le bas âge, depuis la GSCP. On était dans la même école et on est resté en contact jusqu'à maintenant. Mes cousines, c'est mes cousines, vraiment, genre, on a joué limite dehors ensemble quand on était plus petites. Et j'ai pu être vulnérable en quelque sorte avec elles. Mais en fait, j'étais tellement pudique avec mes émotions que je ne me permettais pas de vivre ça. Parce que je me suis dit, je ne peux pas le faire maintenant. Je dois rester forte. Et du coup, je l'ai été jusqu'à ce que je quitte Mada, entre guillemets. Après, quand tu as quitté Mada, du coup, tu t'es autorisée à aller mal? Ah, moi, j'ai même pas quitté Madagascar. J'étais encore dans l'avion. L'avion, il n'a même pas encore décollé de Antananarive, là. J'étais en train de pleurer. T'as tout relâché? J'ai tout relâché. Et je crois, durant mes 12 heures de vol, j'ai fait que pleurer. Je suis arrivée à Charles de Gaulle, je devais prendre le train pour aller à Toulouse. J'ai fait que pleurer dans le train. C'est là où vraiment, je me suis relâchée, seule. Ouais, mais oui, voilà, mais du coup, Ouais. tu l'as vécu vraiment, à ce moment-là, quand t'as relâché, tu l'as vécu toute seule. Ouais. Pour toi, tu t'es dit, c'est quelque chose que tu t'es dit oui, mais en fait, je dois le vivre seule, plutôt que le vivre entouré, enfin, avec des gens autour. Oui, et en fait, l'origine de ça, je crois, c'est que moi, j'ai des souvenirs de quand je pleurais et tout chez ma mère. Enfin, quand on avait des désaccords, voilà, quand j'étais triste, machin. Et en fait, ma mère, souvent, elle me disait, mais il faut pas que tu pleures pour ce genre de choses. Tu sais que dans la vie, tu vas être face à des circonstances encore plus compliquées. Donc, si dès maintenant, tu lâches déjà autant de larmes, comment tu vas faire quand tu vas être face, je sais pas, à des factures que tu dois payer, une vie que tu dois gérer seule, machin. Donc, il faut que tu grandisses, il faut que tu deviennes un peu plus mature, que tu prennes les choses en main dans ta vie, parce que je t'élève de sorte à ce que tu puisses être indépendante aussi, dans tous les aspects, et émotionnellement. Donc, pour elle, la définition d'indépendante émotionnellement, c'était de fermer la porte à ses émotions. Voilà. Et du coup, tu as grandi avec cette vision? Oui, durant ma période d'adolescence, donc entre mes 14 ans jusqu'à ce que je parte en France, j'ai commencé à être comme ça. Donc, j'ai commencé à être très distante avec mes émotions. J'ai commencé à être très avoidant et tout. Et du coup, sur ce moment-là, c'est comme si j'étais présente et absente en même temps. Et du coup, comme tu as dit, en arrivant dans l'avion et dans le train directement, tu as tout relâché. Est-ce qu'en arrivant à Toulouse, tu as su que psychologiquement, tu avais besoin d'aide ou pas du tout? Ou c'est pas quelque chose que tu verbalisais forcément? Ça, c'était intéressant parce que c'était un combat entre moi et moi-même. Vu que moi, je m'intéressais déjà à tout ce qui était santé mentale depuis un moment, tout ce qui était psychologie et tout. Mais pour moi, ça restait très théorique. Je lisais des livres, je me renseignais un peu, je lisais des trucs sur les neurosciences et tout. Nerding around. Mais c'était théorique. C'était pas en mode j'allais transformer toute ma vie avec ça. Alors oui, j'allais prendre quelques petits trucs intéressants, des petits tips et tout. Mais ça restait très, très de moi à moi-même. Par contre, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que moi, quand je suis rentrée à Mada, direct quand je suis arrivée, 2 semaines après, on était en période de partiel. Donc moi, je me suis dit, oui, je suis forte, mais faut que je sois réaliste. Mais là, ouais. Donc, pour être réaliste, je vais essayer un truc. Je vais essayer d'aller voir une psy pour demander des conseils et aussi pour voir un peu comment il pourrait m'orienter pour que je survive. Et après, du moment que j'irai mieux, en fait, j'arrêterai tout ça, quoi. C'était un peu ça mon rebound, mon moment de rebound. Donc, j'ai testé le psy de l'université et ça n'a pas marché parce qu'en fait... l'objectif des dispositifs qu'on présente à l'université, c'est pas pour que tu puisses parler de ton deuil et de ta vie et raconter un peu tes trucs personnels, mais c'est pour éviter que tu te suicides chez toi et pour les statistiques, quoi. Voilà, droit au but. Et comme j'ai vu que ça n'a pas répondu à ma problématique du moment, j'ai pris Doctolib, j'ai regardé la liste de tous les psys qu'on avait à Toulouse, j'ai cherché une femme. J'ai cherché une femme, entre guillemets, racisée. You know, me. Et la première qui me semblait un peu en mode j'espère que je pourrais être moi-même avec elle. J'ai pris un rendez-vous comme ça. Mais j'ai pas pris rendez-vous dans le but de travailler sur tous mes traumas, machin. Non. Moi, je me suis dit, j'ai mes partiels dans 2 semaines.
Là, il faut que je me trouve un truc. Pour moi, c'était quelque chose de... C'est comme une boisson énergisante, en fait. J'ai besoin de travailler, d'être productive, machin. Donc, il faut que je prenne un truc qui me dope un peu, quoi. Et la suite, c'était que, finalement, j'ai passé 3 ans de... 3 ans de thérapie à peu près avec elle. Donc, techniquement, ça a changé ma vie un peu. Ouais. Mais ça n'a pas du tout l'effet que... dans le sens où tu pensais que ça allait être un truc rapide et que t'allais dealer avec ça, t'allais mettre sur le côté et te dire, c'est bon, je peux être productif. Non. Ouais. Mais du coup, ma première séance avec cette dame, je suis arrivée, je me suis dit, je m'y connais en neurosciences, je m'y connais en santé mentale, je m'y connais en psychologie, je débarque, je fais un exposé sur tous mes traumas, sur tous mes problèmes, je lui pose des questions sur tout ce que j'ai envie de régler à SAP. Et en fait, elle m'a vite fait comprendre que la thérapie, c'est pas comme au taf, c'est pas comme quand tu gères un truc short time et tout, et que toutes les réponses allaient être apportées sur le moment ou servies sur un plat comme ça. Et ça m'a fait un choc, parce que moi, j'ai beaucoup d'ego de base. Donc moi, je me suis dit, mais moi, je maîtrise tel sujet. Mais moi, je sais que quand je me comporte comme ça, moi, je me connais, en fait. Oui, je me connaissais en quelque sorte, mais j'avais pas la maturité émotionnelle que j'ai peut-être maintenant, tu vois. En fait, ça fonctionne pas comme tu t'es dit. Je me suis trompée, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ouais. Et maintenant, j'en rigole parce que j'avais vraiment la certitude que j'allais trouver la solution, enfin les solutions, parce que j'avais déjà préparé des questions en amont sur tout ce que je voulais régler en l'espace de 2 semaines pour être assez forte pour aller faire mes examens et pour pas déranger les gens, parce que moi, j'avais des proches à Toulouse. Ouais. Et quand ça s'est passé, moi, je voulais pas embêter mes proches avec ça. Parce que s'ils étaient venus me voir en me disant, ouais, Elita, toutes mes condoléances. Et tu connais, il y a aussi le Fumbagas à Madagascar en mode Mandemamang et tout. Moi, j'aurais pas su comment réagir. Du coup, les gens, ils m'ont juste envoyé un message, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, est-ce que ça va? J'ai dit, ouais, t'inquiète, ça va. Si tu veux passer, tu passes, mais faut pas que ça devienne bizarre, quoi. Faut que tu sois chill avec moi et tout. Non, tu voulais vraiment éviter le moment gênant. Exactement. Parce que même moi, de moi-même, j'étais pas encore préparée. Ouais. Donc, face aux gens, tu vois, ça allait être juste awkward. Est-ce que, justement, cet événement t'a fait prendre conscience que ton regard peut vite changer au niveau de ta famille? Ah, mais oui. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le même traitement si tu serais restée à Mada? Si je serais restée à Mada, c'est-à-dire... Si tu serais pas forcément venue faire tes études en France? Dès que les gens avaient besoin d'aide, elle voulait trouver des solutions pour les autres. Et je pense que c'est une belle qualité. Mais il y a un problème aussi, je trouve, que dans la famille malgache, c'est qu'on ne sait pas mettre des limites, on ne sait pas mettre des boundaries. Dans le sens où, si on veut donner, on est prêt même à donner plus que ce que l'on a. Et parfois, donner plus que ce que l'on a, énergétiquement parlant, c'est fatigant. Et on ne s'en rend pas compte. Donc, à ce niveau-là, en fait, le regard de ma famille n'aurait pas changé. Ça pour répondre à ta question. Le regard de ma famille n'aurait pas changé parce qu'ils savent que dans tous les cas, bon, si la mère, elle est plus là pour trouver des solutions, la fille, elle va trouver des solutions. Tu vois. Alors oui, je suis comme ma maman, mais non, je suis beaucoup plus stricte. Donc, c'est là où ça a un peu effrité nos relations. Toi, tu as su mettre des limites. Jusqu'à maintenant, tu sais mettre des limites quand il faut les mettre? Au début, je ne l'ai pas su parce que, comme j'ai dit, la famille de ma mère est très matriarque. Donc, elles ont beaucoup de... Tu vois, quand elles prennent la parole dans leur propre famille, sachant qu'elles ont des frères, c'est elles qui décident de tout, c'est elles qui gèrent tout. Elles sont très respectées dans leur... J'ai beaucoup de grand-mères, j'en ai 3 à 4. Elles sont très respectées dans leur famille, dans leur foyer, dans leur machin et tout, dans leur société, entre guillemets. Et j'avais pas cette aura-là à ce moment-là. J'étais pas légitime parce que j'étais leur petite fille. J'étais même pas leur fille, j'étais leur petite fille. Donc il y avait aussi ce truc de respect des aînés, machin, tu parles pas trop. Mais par contre, à un moment donné, j'ai commencé à l'ouvrir et ils ont commencé à comprendre que on peut pas tout demander de cette petite, quoi. Tant mieux, à un moment donné. Ouais. Je pense que toi aussi, ça t'a laissé le temps de respirer, surtout. Oui, mais en fait, ça m'a appris à devenir stricte. Ouais. Parce que je suis devenue une personne que je n'aurais pas voulu devenir. Parce que l'image que j'avais de ma personne avant tous ces événements-là, c'est que j'étais une meuf chill. Je dirais pas que je suis la meuf la plus gentille du monde non plus, mais je suis quand même très... j'aime aider les gens. Et je le fais pas parce que j'ai envie qu'on m'aide en retour ou quoi, mais juste ça me fait plaisir de voir que quelqu'un est bien, quelqu'un est content, partager des bonnes ondes, de la positivité autour de moi. Et apprendre plutôt à devoir poser des limites aussitôt, dans mon âge surtout, et avoir appris à être stricte à mon âge, c'était horrible parce que soit je choisissais d'être la méchante et de préserver ma paix, soit je choisissais d'être le clown
et de satisfaire tout le monde. Et je ne suis pas un clown. Est-ce que justement, cet épisode t'a appris à en savoir plus sur toi, sur ta personne, sur tes limites, sur tes émotions? Est-ce que tu as appris à mieux te connaître? Forcément. Et surtout d'un point de vue émotionnel. Parce qu'en fait, moi, je suis une personne un peu, je dirais pas narcissique, mais je m'aime beaucoup. J'ai toujours été une personne qui investissait beaucoup en moi, que ce soit dans mes passions, dans ce qui me cultive. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimais l'art, j'aimais la culture. Donc, ce sont des sujets qui m'intéressent. J'explore ces sujets-là. J'essaie de me renseigner au maximum. J'essaie de voir aussi sur quoi j'aime apprendre. Je suis très curieuse de nature. Et j'investis aussi vestimentairement, sur mon apparence, sur mes cheveux. Je suis très coquette. Donc, entre guillemets, le self-love, il était déjà là de base. Mais d'un point de vue émotionnel, je ne me connaissais pas, je ne m'aimais pas et je ne voulais pas savoir qui était cette personne, tu vois. Et cet épisode de ma vie, ça m'a forcé à faire face à ma sensibilité, à ma vulnérabilité et à ne pas la juger. Parce que comme durant toute mon adolescence, je me suis sentie jugée avec ma part de sensibilité, donc j'ai appris à taire cette sensibilité-là. Ensuite, après, j'ai accepté que cette sensibilité-là, elle est restée en moi, elle n'a pas disparu parce que j'ai fermé la porte et tout, et qu'aujourd'hui, j'étais prête à faire connaissance avec cette part de sensibilité-là. Ça a ouvert justement la porte à tes émotions. Et maintenant, tu n'arrives plus à, je ne veux pas dire à perdre le contrôle, mais tu t'autorises plus à les vivre. À l'époque, je me disais que ma force, c'était ma capacité de résilience, ma capacité à rebondir. Mais malgré toutes ces galères-là, je suis retournée en France. 2 semaines après, je m'étais préparée mentalement pour mes partiels. Genre, moi, je pensais même pas à ma santé mentale. Je pensais juste à, c'est quoi un coup de boost, un peu pour essayer de rebondir, parce que je veux reprendre ma vie en main, parce que j'ai envie de faire les choses bien pour moi, parce que je m'aime assez, pour tout faire pour que je réussisse. Donc, j'avais un peu cette niaque, mais je savais pas que cette niaque allait me pousser à faire connaissance avec moi-même et à voir un peu qui je suis sur ce point-là, et à accepter, à ne pas juger cette Elita vulnérable, à ne pas juger cette Elita qui, quand ça va pas, elle accepte qu'elle pleure, et quand ça va pas, elle accepte qu'on lui tende la main pour qu'on l'aide, et qu'elle n'est pas obligée de tout faire toute seule, en fait, dans cette vie. Tu peux demander de l'aide, tu as le droit. Ouais. Et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, hein, il y a 2 ans. Ouais. Est-ce que, du coup, en arrivant, en revenant en France, tu as eu cette discussion avec ta famille? Tu leur as dit, voilà ce que vous avez fait, j'ai pas forcément apprécié. Il y a eu des choses que j'aurais voulu vivre émotionnellement, je les ai pas vécues, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'exprimer? Oui et non. J'ai pas attendu de revenir à Mada pour en parler, parce qu'il y avait une période où, du coup, comme j'étais très déçue, on va dire, de mes grands-mères, de ma famille maternelle, de manière générale, hormis mes cousines, en fait, j'étais un peu traumatisée. Je me suis dit, ces gens-là, j'admirais tellement ma grand-mère avant. J'avais une relation très symbolique, à mon sens, et je la respectais énormément. Parce que pour moi, c'était la femme fatale que je voulais devenir, dans le sens où, ok, je me marie, j'ai des enfants, mais ma vie ne tourne pas autour de la maternité. Moi, je cherche mon argent, moi, je suis une businesswoman, moi, je me débrouille, c'est moi qui ai le dernier mot. Elle avait de l'aura, et elle incarnait un respect qui m'inspirait. Et du coup, je pense 3-4 mois après les événements, j'ai bombardé ma grand-mère, du coup, c'est pour ça que je parlais d'elle, ouais, c'est bon. J'ai bombardé ma grand-mère de toutes ces vérités-là. J'ai dit comme quoi, moi, je suis étudiante. Je suis une femme qui vit seule en France. Je suis étudiante, je me construis. Donc, quand on est une femme seule, étrangère, étudiante en France et qu'on se construit, on n'a pas le même patrimoine que Bill Gates. Donc, il ne faut pas exiger les mêmes choses que quand on a un CDI, quand on est payé 2500-3000 balles par mois et qu'on a les moyens de faire plaisir de temps en temps à sa famille. Et surtout qu'en fait, comme j'ai dit, je suis désolée, mais pour moi, ma grand-mère, elle manque de rien. Elle a une maison, elle a ses side business, elle a des bœufs, elle a des terrains, elle a du riz, elle a de la vanille. Enfin, à un moment donné dans la vie, je ne sais pas ce que tu veux de plus, madame, je t'aime de tout mon cœur, mais moi ici, eux, quand ce sont des périodes de fêtes et tout, ils tuent des bœufs, ils tuent des poules, après ils les mangent et... En fait, ils ne sont pas dans des galères où voilà, ils ont des problèmes d'argent, ils mangent pas. Moi ici, pour manger de la viande, il faut que j'attende les réductions. Donc à un moment donné, quand on n'est pas face aux mêmes réalités et que c'est juste pour me demander des sous, faut arrêter, tu vois. Et ça, c'est des limites que j'avais placées. Donc j'en ai parlé 3-4 mois après, parce qu'elles ont cherché à me contacter, je répondais plus à leurs appels, je répondais plus à leurs messages, parce que j'avais besoin de faire le tri dans ma tête. Après, je l'ai dit. Après, elles ont compris, mais elles ont tenté ce truc de manipulation d'adulte, tu vois, en mode... c'est une petite fille, donc si j'essaie de transformer l'image des gens autour d'elle, elle va y croire et tout. Donc, ils me poussaient à ne pas aimer mon entourage et me dire comme quoi ils m'aimaient pas vraiment et que c'était eux, les gens qui m'aimaient vraiment. Enfin,
toxic family et tout. Et je suis pas bête, en fait. Ok, je suis jeune, mais je suis pas stupide. Donc, à un moment donné, moi, j'ai arrêté. J'ai dit, si je décide de vous revoir, c'est parce que je décide de vous revoir. Moi, je ne vous dois rien. Je ne sais pas ce que ma mère vous a dit là-bas, là. Mais moi, là, je ne vous dois rien. Si du jour au lendemain, je décide de couper les ponts avec vous tous, je viens à Saint-Bave, je ne calcule personne, je ne m'en voudrais même pas un peu. Je vous croise au marché, vous faites les choquer, vous me dites, ouais, tu viens pas me voir. Est-ce que tu m'as demandé comment j'allais? Non. Est-ce que tu me demandes un peu, oui, comment ça va les études d'État? Non. Les seuls messages que je reçois, c'est, oui, j'ai un business, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour ça? Oui, j'ai besoin d'acheter ça. Je ne suis pas la banque centrale, en fait. Donc, non. Okay. Non, mais tu as raison. Non, franchement, non, mais il faut le dire, parce que tu ne demandes pas des nouvelles pendant un certain temps. Par contre, quand il y a besoin d'argent, là, tu connais mon numéro de téléphone par cœur. C'est ça. Là, t'appelles et tout. Oh, c'est bon. Oui. Parce qu'à la limite, s'il faisait encore un peu semblant pour dire, oui, Elita, les études, comment ça va? Oui, Elita, la vie, comment ça va? Genre un minimum d'hypocrisie un peu avant d'aborder le sujet. Non, pas de transition. Pas de transition, droit au but, comme si moi, je leur devais quoi? Donc, non, c'est une dinguerie. À un moment donné, non. Moi, je sais que mes deux familles, côté paternel, côté maternel, je les choque. Parce que mes parents, ils sont tellement we love family. Et j'aime ma famille, mais je m'aime moi aussi. Je suis désolée. Je vais pas aller me mettre dans la merde. Désolée pour le mot, désolée pour l'usage du mot. Tout simplement pour avoir l'air clean ou avoir l'air d'être assez bien pour eux. Je sais que je suis assez bien pour moi-même, donc non. Tous ces événements, le fait que tu aies dû partir du jour au lendemain, etc., ça t'a fait changer ta manière de voir la migration? Est-ce que tu as eu une autre vision de la migration? C'est-à-dire, développe un peu la question. Parce que du coup, tu vois, quand on t'a dit va faire tes études en France et tout, c'est quelque chose, bah, tu t'es dit, ah, trop bien, je peux aller voir dans un autre pays et tout, non, je peux voyager, faire du tourisme, etc. T'es allé à Toulouse et tout. Mais justement, le fait d'avoir des événements familiales, le fait de revenir en catastrophe, mais après, du coup, de revenir en France, de se concentrer sur ta vie en France, c'est un peu avoir une double vie. Parce que du coup, t'as ta famille là-bas, ta famille en France, les événements qui se passent à 10 000 km, mais t'as aussi les événements qui se passent en France. Rester concentré sur deux plans comme ça, est-ce que ça t'a fait changer cette vision, en fait? Oui, d'une certaine manière. Parce que moi, au tout début, dès que je finissais mes études, je voulais à tout prix revenir vivre à Mada. Parce que comme j'ai dit, il y a un confort de vie là, c'est trop doux. Mais la réalité m'est retombée dessus, je crois, et m'a fait comprendre que je n'ai peut-être pas forcément les moyens de vivre ce que j'ai envie de vivre à Mada à ce stade. Donc, je me suis obligée à être consciente de ça, à vouloir me construire autre part. Et cette vision de double vie, ça m'a plus fait bizarre. Parce que du coup, moi, ce qui a vraiment changé dans ma dynamique de vie, c'est plus la gestion un peu, je dirais pas du patrimoine, parce que c'est pas comme si j'avais hérité de beaucoup de choses non plus, mais c'est un peu le fait d'être l'adulte qui gère ces choses. Je sais pas, gérer, entre guillemets, des gens qui surveillent des terrains ou qui surveillent une maison, ou des trucs comme ça. Bon, j'ai pas beaucoup de maisons de terrain, vous n'allez pas croire non plus que je suis qui, mais avoir appris à faire ça à distance, sachant que je faisais plus confiance à ma famille et que du coup, je devais trouver des personnes de confiance pour ça. Et surtout que j'ai des projets, j'ai des trucs que j'ai envie de faire d'un point de vue personnel, hormis ce côté-là aussi. Donc, je devais trouver une autre personne de confiance pour déléguer sur ces choses que j'ai envie de faire pour plus tard. Et ça, justement, ça a été mon appel à la responsabilité. Et là, je me suis rendu compte que, purée, je suis une vraie adulte. Genre là, c'est moi qui vais gérer tout ça. Et c'est moi qui... Est-ce que je suis assez légitime pour dire aux gens que, ouais, il faut que tu fasses ça. Non, il faut que tu fasses machin et tout. Parce que gérer les trucs à distance, mon Dieu, j'en reparlerai dans mon livre aussi. Du coup, là, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais, comme les 2 précédents épisodes, un mot à dire ou une lettre à lire à la jeune Elita qui est restée à Mada et qui prépare son arrivée en France? Si j'avais un mot à dire à cette jeune femme qui, de base, ne voulait pas partir parce qu'elle était très attachée à la soft life de Mada, en fait, tu vas sortir de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc, il faut apprendre à vivre la vie, entre guillemets, selon le flow. Il y aura des moments où ça sera trop bien. Il y aura des moments où ça sera hyper compliqué. Mais tu auras cette petite fierté de te dire que tu as accompli des choses par toi-même, de un, et que c'est une expérience pour laquelle tes parents t'ont préparé depuis des années. Et c'est l'expérience pour laquelle tes parents, ils ont tout sacrifié. C'est pour que tu en arrives là aujourd'hui. Et c'est pour que tu puisses permettre, peut-être, à la génération après moi, d'avoir une certaine liberté que je n'ai pas forcément, de choisir, entre guillemets, le parcours qu'ils voudront faire
et de choisir en parallèle aussi de se construire mentalement, spirituellement, émotionnellement, de ne pas se prendre la tête sur tout ce qui est galère financière et tout. Et tout ça, en fait, c'est une base. La base, c'est tes parents l'ont construit. Et puis toi, par la suite, tu pourras renforcer cette base-là pour permettre, en fait, d'édifier quelque chose de plus solide pour les personnes qui viendront après et de libérer, entre guillemets, financièrement de la génération que tu as créée, quoi. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce podcast. Et puis, vous pourrez trouver les épisodes en intégralité sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir d'être là. Et super épisode, super podcast. Je soutiens à fond le projet. Et voilà. Voilà. Gros bisous et merci Bye. encore.